Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 26 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des cuves de pétrole américains, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera d'ailleurs « Le coup de pompe sur le pétrole, c'est terminé ». En tout cas, on a assisté mardi et mardi soir, plus précisément, à un véritable rallye haussier. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était la plus forte hausse qu'on ait enregistrée sur le pétrole cette année, en l'espace d'un après-midi, après la publication des stocks de l'API. Alors, c'est l'association interprofessionnelle des pétroliers américains qui compile de son côté les stocks d'essence, de fuel et de pétrole brut. Bref, tous les produits ou non raffinés. Et enfin, il semblerait que la driving season ait fait enfin baisser les stocks de façon significative. Et là, il y a un double effet. Alors d'abord, oui, la raréfaction, et puis le dollar qui hier a fait une incursion sous le seuil des 1,17 contre euro. Or, comme vous le savez, mécaniquement, quand le dollar se replie, le pétrole s'apprécie symétriquement de façon à neutraliser pour le producteur l'effet négatif de la baisse du dollar. Mais hier soir, on était évidemment très au-delà de l'affaiblissement ponctuel d'ailleurs du billet vert, revenu aux alentours des 1,1650 contre euro. Néanmoins, beaucoup de cambistes s'interrogent, verra-t-on l'euro fuser en direction des 1,20 contre dollar? Si jamais ce scénario se matérialise, ça risque de changer la donne. Et oui, n'oublions pas qu'en début d'année, le dollar se négocie aux alentours de 1,0520 contre euro. Il était encore d'ailleurs tout près des 1,0550 mi-avril. C'est vraiment là que d'un seul coup, la hausse de l'euro s'est enclenchée. Elle est assez phénoménale. Elle dépasse maintenant les 10%. Et comme je l'expliquais dans une précédente vidéo, il n'y a pas eu d'effet négatif symétrique sur les actions européennes. Alors bien sûr, vous avez des gérants qui n'arrêtent pas de vous dire « Ouais, mais regardez à quel point quand même le CAC 40, avec ses 7,5% de hausse, sous-performe le Nasdaq qui, lui, en est à plus 19 et le Nasdaq 100 à presque plus 22. » Bah oui, mais enfin 7,5% de hausse du CAC plus 10% de hausse sur l'euro pour le gérant américain qui a misé 100 $ en début d'année. Vous faites le calcul et vous êtes à 118. Autrement dit, on va dire que la performance des actions françaises ou allemandes est tout à fait comparable à celle qu'on observe aux États-Unis. Et en ce qui concerne l'Italie et l'Espagne, là on est sur une pente annuelle de plus 12 en un semestre. Autrement dit, on pourrait très bien, en projetant la courbe, aller jusqu'à plus 25 d'ici la fin de l'année. C'est plus 25 évidemment, surpassant très largement l'amélioration des résultats observés avec la publication des premiers trimestriels. Pour en revenir à notre thématique principale, c'est-à-dire le pétrole, l'appréciation du brut ne se lie pas ni dans la hausse de Total, qui reste très en retard sur le CAC, ni dans celle de Shell, qui fait 0 depuis le début de l'année, ou BP, qui fait aussi une performance quasi nulle sur un an. Donc nous considérons que là, il y a probablement peut-être quelque chose à faire, à jouer sur les pétrolières. Mais c'est vrai que la hausse du pétrole et la baisse du dollar, quelque part, auraient neutralisé les effets bénéfiques de l'appréciation de l'or noir. Alors qu'il est clair que depuis une semaine, le dollar n'a pas reculé de 10%, alors que de l'autre côté, on a une hausse du pétrole qui avoisine les plus 8% en l'espace d'une semaine.
Pour la stratégie de couverture que nous avions évoquée hier, on peut dire que là, les choses ont l'air de se dérouler à peu près comme nous l'anticipions. Nous vous disions que le CAC 40 ne tarderait pas à repasser au-dessus des 5002 et qu'aux alentours de 5220, c'est-à-dire la droite de résistance unissant tous les sommets depuis le 8 mai dernier, eh bien, à 5220, on risquait là de se heurter à quelque chose de très solide, tout comme les 5095 ont servi de support. On est toujours donc dans ce canal de consolidation moyen terme. Donc 5220, ça serait peut-être le moment d'acheter des BX4 qui, je le rappelle, avec dividendes inclus, si vous vendez à 5220, c'est comme si vous vendiez en fait à presque 5400 points, à 1% seulement du record annuel. Et vous regardez le prix des BX4, il reflète effectivement cette progression globale ce maintien global du CAC 40 Global Return près de ses sommets historiques. Et donc, vous achetez dans ces conditions une couverture pratiquement à 1 ou 2% du plus bas absolu. À propos de plus bas absolu, hier, nous avons vu le VIX associé au S&P 500 atteindre un plancher de 9,04 avant une clôture à 9,40. Mais là aussi, il s'agit de la troisième plus basse clôture de l'histoire du VIX depuis 1993. Autrement dit, on est dans un contexte d'appétit pour le risque absolument illimité, jamais vu. Parce qu'en 1993, on ne savait pas très bien quantifier le risque. Alors on avait démarré avec une base 10 pour le VIX. On était tombé à 9 en novembre 1993. Mais à l'époque, on n'avait pas vraiment d'expérience. C'était très théorique, le cours du VIX. Alors que cette fois-ci, c'est vraiment un VIX qui prend en compte les anticipations, le sentiment général des opérateurs sur le marché. Et ce sentiment général est le plus bullish, le plus full risk on qu'on ait observé en l'espace de 25 ans. Chaque fois qu'on a atteint de tels niveaux d'appétit pour le risque, il s'en est suivi des corrections majeures. On se souvient qu'en 1994, le VIX était passé de 9,5 à plus de 25. En 2000, il avait atteint les 35. Et en 2007, ou plutôt en 2008, il avait fini par dépasser les 50. Voilà, donc il faut le savoir, historiquement, quand le VIX fait un plancher, c'est que les marchés ne sont pas loin de se retourner et nous ne prendrons pas le risque d'avoir raté un achat d'ETF bear en se réveillant un beau matin avec un indice qui perd, pourquoi pas, 4 ou 5% d'entrée de jeu. Alors pour ceux qui évidemment se languissent, s'impatientent que les ETF sur le Nasdaq ou sur le S&P ne se valorisent pas, nous l'avons bien expliqué, nous achetons cela comme une assurance et pas comme une prise de position véritablement offensive à la baisse sur un signal qui nous inciterait vraiment à, comme on dit, y aller plein pot. Donc nous sommes bien couverts et franchement, nous avons couvert le Nasdaq à 6200 de mémoire, on est à 6400, c'est que 3% de plus, hein. Ce n'est rien à l'échelle d'un indice qui vient de prendre plus de 20% depuis le 1er janvier et qui en gagne 40 depuis le mois de juin 2016.